Écoutez, bonjour à tous et merci à tous d'être là, puisque je vois que la salle est bien pleine. Je voulais remercier COP de France DESI de nous avoir conviés et puis surtout d'avoir organisé ce symposium qui, sans mauvais jeu de mots, s'imposait. Je pense qu'on est dans un monde de communication, comme vous le savez. Cette filière Luzerne, c'est une filière discrète par beaucoup d'égards et je trouve que c'est une excellente initiative. Que l'on se retrouve tous aujourd'hui ici pour être fiers du chemin accompli et puis aussi voir un petit peu quelles sont les perspectives. Donc, il me revient, je dirais, en tant que banquier, c'est peut-être la déformation professionnelle, on m'a dit qu'il était important de citer quelques chiffres, donc je vais essayer de ne pas vous assassiner sur ça, mais simplement pour vous dire que cette filière Luzerne, c'est 500 salariés permanents dans la région, dans ce grand croissant de Champagne-Crayeuse, qui est un désert quelque part humain, pas économique, on le sait bien tous ici, au niveau agricole, ce sont des emplois précieux dans des communes où il y a parfois pas d'autres établissements. Moi je suis pas champardonnais. Quand je suis arrivé dans cette région il y a 20 ans, j'ai vu des fumées qui sortaient d'usines. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans la plaine, on me dit, c'est une DESI de Luzerne ou c'est une sucrerie d'ailleurs. Donc, c'est 500 emplois directs, c'est 300 emplois saisonniers, puisqu'il y a à peu près un emploi saisonnier pour deux emplois permanents. Et puis, c'est tous les emplois indirects, bien entendu. Et vous savez tous que quand il y a un emploi direct, il y a à peu près un emploi indirect qui est également généré. Donc, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux en termes de contribution à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce qui mesure le PIB d'un territoire. Pour nous, Crédit Agricole du Nord-Est, c'est extrêmement important. On est une banque du territoire. Ces 500 personnes-là, elles consomment, elles investissent, elles font des crédits habitat, et donc elles travaillent avec nous aussi. C'est notre territoire. Feu la région Champagne-Ardenne, puisqu'on doit parler de Grand Est, 15% du PIB était réalisé par l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc on est sur une région là aussi qui est assez centrée sur cette agriculture et cet agroalimentaire. Et qui est vraiment une région unique, je pense, en France, dans le sens où c'est une région qui a développé tout de suite cette logique de filière. Elle l'a développée avec une réussite qui est absolument remarquable. Alors, voilà, il y a le champagne, bien sûr, qui est quelque chose d'absolument excellent et qui est connu dans le monde entier. Où l'amont travaille avec l'aval. C'est également une région d'excellence, vous le savez, en sucrerie. C'est une région d'excellence en luzerne déshydratée. C'est une région d'excellence en orge de brasserie. Je pourrais en citer d'autres, mais la véritable chose qui fait la différence ici, c'est cette capacité qu'a eu cette région à regarder une organisation verticale où l'aval et l'amont ne jouent pas les uns contre les autres, mais jouent ensemble dès le départ. La question, c'est d'avoir le plus gros gâteau à se partager. La question du partage, elle est secondaire. Ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, c'est même, je ne vais pas dire que je souris, mais quand j'entends un certain nombre d'acteurs au niveau national qui disent qu'il faut qu'on raisonne par filière, enfin, c'est des trucs. Ici, en Champagne-Ardenne, on fait ça depuis tout le temps. Il fallait qu'ils viennent ici bien avant. Hein. Ça fait un siècle qu'on fonctionne comme ça. Donc, une très grande importance, je dirais, dans ce territoire. Aujourd'hui, c'est encore 18 usines qui déshydratent de la luzerne. Certaines sont intégrées dans des sites sucriers d'ailleurs, mais c'est 18 sites de déshydratation. Et je pense que la filière peut avoir cette fierté d'avoir conservé, pour ainsi dire, quasiment tous ces sites. Je rappelle quand même que c'est une filière qui a subi un choc externe réglementaire comme aucune autre filière n'a subi. En 2 temps, 2007 et 2012, elle a perdu 33 €, puis encore 33 € d'aide couplée, ça fait 66 € à la tonne. Ces certaines années, le niveau de la rémunération, des années certes peut-être un peu plus basses que les autres, quasiment le niveau du chiffre d'affaires et de rémunération de la luzerne dans vos exploitations agricoles. C'était un choc externe. Je ne vous cache pas, quand on le voit arriver, même en tant que banquier, on se dit, mais le mur, il est énorme, on va se le prendre. Or, aujourd'hui, on est réunis, on est 350 à 400 dans cette salle, et je pense qu'il y a peu de filières qui, en 10 ans,
aurait pu réaliser cette transformation totale au niveau agricole, industriel et commercial, qui lui a permis bien plus que de survivre, mais de se donner des perspectives. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans une deuxième partie. Voilà, donc voilà, simplement pour dire qu'on est dans une grande région exportatrice de matières premières agricoles, plus ou moins transformées, et que j'ai entendu dire qu'il y avait des chiffres de balance commerciale. Enfin, la Champagne-Ardenne, c'est la partie agroalimentaire champardonnais, c'est 3,5 milliards d'excédents commerciaux. À une époque, on s'attache parfois à des chiffres beaucoup plus petits. Je tiens à le signaler quand même parce que c'est comme ça qu'on apporte de la richesse sur les territoires. Alors, la présentation un petit peu voilà, que je souhaitais vous faire, ça va pas être d'une grande originalité en termes de déroulé. Je voulais vous parler un petit peu de le sentiment qu'on avait sur ce qui avait été fait sur le maillon de la production agricole, sur le maillon de la transformation industrielle, et puis sur le maillon de la commercialisation, qui sont les trois grands maillons de cette chaîne de valeur qui se parlent et qui interagissent fortement entre eux. Sur le maillon agricole, chacun de ces maillons a un rôle. Je vais essayer de vous donner un peu le rôle qu'il doit avoir pour qu'on puisse continuer à développer cette belle filière. Le maillon agricole, il a un rôle clair. On est sur une culture industrielle. Dans toutes ces cultures industrielles, il y a des outils de transformation qui coûtent des fortunes à réinvestir, à installer. Donc, on sait que fermer une usine, c'est facile. En ouvrir, c'est quasiment impossible. Vous l'avez vu autour de vous. Vous avez vu un certain nombre d'outils qui peuvent fermer, des sucreries ou des choses comme ça. En rouvrir une, c'est autre chose. Donc, le rôle d'une culture industrielle, c'est de garantir des volumes de matières premières. Il y a des charges de structure, on ne peut pas les éponger si on ne garantit pas les volumes de matières premières. Le rôle du producteur dans le pacte, c'est de dire je vais contribuer à ce cercle vertueux qui fait que les volumes vont permettre qu'on gagne ensemble, ou quelque part, si on ne le fait pas, on perd ensemble. Et donc l'objectif, c'est de continuer à gagner ensemble. Aujourd'hui, la filière, c'est environ 50 000 hectares sur la Champagne-Ardenne. C'est monté à un chiffre qui était au plus haut, autour de 75 000 hectares. Il y a eu une contraction d'environ 20 000 hectares suite à cette réforme et au découplage EZ. Je pense qu'un objectif qui est raisonnable pour la filière, c'est de se donner un objectif moyen ou à 10 ans, d'essayer de reconquérir ces 20 000 hectares. Il y aura sans doute des adaptations, des dégoulottages ou des choses comme ça, des investissements à faire dans les outils, mais je pense que vous ne trouverez aucun industriel, j'ai vu beaucoup de gens dans la salle qui sont présents là, qui vous diront que si demain vous avez de la luzerne dans leur apportée, qu'ils ne la prendront pas. Ils la prendront parce qu'ils savent qu'ils ont les marchés derrière, ils ont les outils, ils les adapteront s'il faut, et ils seront ravis de la transformer. Alors, pour atteindre cet objectif, tout a été dit, je pense, et bien mieux que ce que je pourrais le faire par l'INRA sur les intérêts de la luzerne. Je pense qu'en tout cas, il faut qu'en tant qu'agriculteur, il y ait deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est que pour pouvoir valoriser la luzerne sur son exploitation, il faut déjà refaire un peu plus d'agronomie. Si j'en passe maintenant peut-être aux marges de progrès ou ce qui n'a peut-être pas encore été fait, il est important, je pense que pendant trop longtemps, le sentiment général a été que la luzerne était une plante facile, une plante qu'on pouvait laisser pousser. Et je dois dire que je suis assez ravi de voir les différentes coopératives se remettre dans une démarche où ils revont au contact de leurs adhérents sur une démarche agronomique parce que c'est une plante qui, en potentiel, a perdu environ 2 tonnes de matière sèche à l'hectare par rapport au point haut qu'elle pouvait avoir il y a 15-20 ans. Et vous le savez très bien, si on n'avance pas, on recule. Il y a d'autres plantes qui progressent. Et donc, si elle veut garder sa place dans l'assolement, il faudra de toute façon retravailler la génétique, retravailler les itinéraires techniques et refaire un tout petit peu plus d'agronomie pour ne pas faire non plus ou ne pas rater l'intervention qu'il fallait absolument faire. L'autre point, c'est d'avoir une démarche de gestionnaire intégré. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Je sais qu'aujourd'hui, la tendance est à l'agronomie et à la gestion, et que vous êtes souvent très bien formés à ça. Je tiens à dire que pendant des années, le seul critère technico-économique qui a prévalu pour la gestion des assolements a été la marge brute. C'est un très bon critère, il a un grand mérite, c'est qu'il est très synthétique. Il faut être très clair. Aujourd'hui, il ne suffit plus pour pouvoir totalement mesurer ce qu'est la performance d'une culture sur l'exploitation agricole et sur la rotation. Il est évident qu'il faut avoir une vision long terme, qu'il faut intégrer des composantes de coûts qui sont hors marché. Il faut intégrer aussi une forte variabilité des prix. Je pense que personne dans la salle me contredira en disant que cette année, on était assez
tout le monde était assez content de ne pas avoir que des céréales à paille et que le fait d'avoir un assolement un peu plus diversifié, ça aide aussi. Et donc les indicateurs de performance doivent également évoluer, en tout cas s'enrichir. Je ne dis pas qu'il faut supprimer encore une fois la marge brute, mais ils doivent s'enrichir pour enrichir le débat avec des aspects réglementaires et in fine surtout avec des aspects risques. Parce que, là aussi, excusez-moi ma déformation de banquier, mais quelque part dans vos choix capitalistiques, dans vos choix de conduite de votre exploitation, votre choix d'organisation du travail, vous devez être sur un couple rentabilité-risque. Et la luzerne vient mitiger ce risque au sens anglais du terme. Alors si maintenant on en vient à la partie industrielle. Alors sur la partie industrielle, bien sûr, le maillon industriel, qui est représenté principalement par vos coopératives, très principalement d'ailleurs, il a un rôle également. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez dit, moi je me suis engagé sur des volumes qui vont éponger vos charges de structure et permettre que votre outil fonctionne à sa capacité. Lui, il doit maîtriser ses charges variables, ses charges opérationnelles. Alors, on aurait pu faire une liste à la Prévert de ce point de vue-là, mais il me semble qu'il y en a deux qui méritent d'être retenus. D'une part, je pense la partie logistique. On est sur un pondéreux, à queue, saisonnier, avec des problématiques de pousse qui peuvent être très irrégulières. Enfin, on est sur le cauchemar logistique amont absolu quand on fait de la luzerne. Il n'y a pas d'autre plante comparable. Et d'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, ce sont vos coopératives qui gèrent cette logistique amont depuis la récolte jusqu'à l'usine. Il est certain que de ce point de vue, et vous l'avez vu, il y a eu d'énormes progrès pour essayer d'adapter en rythme, en capacité, les outils de récolte. Et il y a eu notamment cette introduction de la fauche à plat qui a quand même permis de révolutionner un peu cet équilibre énergétique de la luzerne parce que, vous le savez, vous l'avez compris, plus le tas de charbon à l'entrée de l'usine de luzerne sera petit, mieux ça sera. La meilleure énergie, c'est celle que vous ne consommez pas. Et c'est une filière qui a fait une véritable révolution énergétique, là aussi, dans les 10 dernières années, d'ailleurs sur une période plus concentrée que ça au sein de ces 10 dernières années. C'est une industrie qui consomme 60% d'énergie de moins que ce qu'elle faisait il y a 30 ans, mais sur ces 60%, il y en a 40% qui ont été faits sur une période très récente. Alors, effectivement, on en consomme toujours trop du charbon, mais il y a probablement peu d'industries qui ont réussi une telle révolution énergétique sur ces dernières années. Donc énergie et logistique, qui sont d'ailleurs liées, sont les deux charges variables clés du déshydrateur. Là aussi, je me réjouis de voir que, y compris sur ces thématiques, il y a encore énormément de choses qui sont travaillées. On va venir à la partie commerciale, mais le changement des produits a nécessité des infrastructures de stockage qui sont très très différentes de celles qui étaient utilisées il y a encore 10 ans. Vous connaissiez donc les silos de stockage de granulés, il y a 3 grands sites sur le croissant de Champagne-Crieuse, qui ne passent pas inaperçus d'ailleurs, parce que certains sont impressionnants, mais il a fallu réimaginer la manière de stocker de nouveaux produits. Tout ça, ce sont des investissements importants qui ont été réalisés par votre filière. Alors, le Crédit Agricole en a financé une partie, mais ils ont aussi eu, je dirais, cette prudence de se capitaliser à un moment pour pouvoir les réaliser. Et il y a des usines de luzerne, si vous ne les avez pas vues depuis 10 ans, elles sont complètement changées. Enfin, il y a juste l'endroit qui n'a pas changé. Pour tout le reste, quasiment tout a changé. Donc, aujourd'hui, je peux vous assurer que l'ensemble des luzerniers travaillent avec de manière très pointue le coût industriel complet, le risque, pour vous assurer un coût de déshydratation qui soit au mieux. Et il y a encore des choses qui vont être faites. Alors, il y a des choses qui sont confidentielles, qui sont de l'ordre du développement, qui sortiront peut-être pas tout de suite. Mais c'est vrai que ce travail sur ce mix énergétique et cette chaîne logistique de l'amont vers le stockage et vers l'aval a été vraiment un point très important. Enfin, j'en viens au dernier maillon de la chaîne de valeur parce que réussir à mieux maîtriser ses charges opérationnelles et à éponger ses charges de structure, c'est une chose. Mais derrière, l'idée aussi, c'est de mieux vendre. Vous avez une plante qui est un petit peu la Rolls quand même de l'alimentation animale. C'est vrai que là aussi, moi, quand je connaissais pas Pacifière, je suis arrivé, je dis bon.
C'est quoi? C'est de l'herbe séchée, la luzerne? Non, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Je vous encourage à regarder un petit peu les plaquettes commerciales, les stands, la manière dont vos coopératives mettent en marché ces produits-là. On est dans un univers qui est beaucoup plus proche du pet food, avec une création d'un imaginaire, des approches très segmentées, par type de marché. Et derrière, il y a un énorme travail, qui est un travail, là encore, de longue haleine, hein, qui nécessite effectivement du moyen terme. Donc, ce processus de segmentation de l'offre, il a apporté une véritable résilience à la luzerne, parce qu'il a permis de diversifier à la fois les produits et à la fois les marchés. Et c'est un travail qui est assez colossal qui a été accompli. Et celui-là, je dois dire qu'il a été accompli de manière assez collégiale au sein de la filière, puisque vous le savez, il y a un opérateur qui commercialise, enfin Desialis pour le citer, l'essentiel des volumes de luzerne. Aujourd'hui, la luzerne s'apprête à franchir un nouveau pas. Elle sert aujourd'hui ces marchés français avec déjà beaucoup d'acuité. Il est certain que, et je pense que la suite des présentations viendra plutôt conforter ce point-là, vous le savez aujourd'hui, on doit être capable de produire des produits locaux, tracés, tout ça la Champagne Ardenne sait le faire à travers cette structuration de filière, mais on doit être capable d'aller les vendre loin. Et donc, par rapport à ça, il est clairement identifié, par rapport aux besoins de protéines mondiales, qu'il y a un certain nombre de marchés qui sont en demande croissante et qui resteront, pour différentes raisons, mais je pense qu'elles vous seront explicitées en partie ensuite, déficitaires en termes de fourrage, et il faudra les fournir. Et il y a deux grandes zones, notamment, qui sont très clairement identifiées aujourd'hui, qui sont l'Extrême-Orient et le Moyen-Orient. Donc là aussi, la filière devra se choisir, comme elle devra progresser sur l'énergie, un modèle de distribution. Ce n'est pas des choses qui se font en claquant les doigts, ce sont des travails de longue haleine, on fait des tests, on investit, mais il faudra là aussi que tout le monde avance un petit peu au même rythme. Donc voilà, pour arriver un petit peu à la fin et à la conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé, et j'expliquais ça quand on préparait d'un système où moi j'ai vu une filière qui était dans le push, c'est-à-dire qu'on produisait de la luzerne, on essayait de la vendre au bout. Aujourd'hui, on a presque ce sentiment, enfin en tout cas c'est plus qu'un sentiment, enfin moi j'en suis persuadé, qu'en fait on est en train d'ouvrir les marchés, on adapte les outils et en fait on attend les surfaces pour pouvoir derrière participer à un cortège qui avance à la même vitesse et encore une fois à ce gain qui se fait à travers une filière et ses différents maillons du plus amont vers le plus aval et avec quand même, reconnaissez-le, cette gouvernance coopérative qui permet ensuite de régler la question de la répartition de la valeur de manière relativement collégiale là également, ce qui est quand même un point positif. Donc cette filière, non seulement elle ne doit plus être sur la défensive, je pense qu'elle a réussi à travers ce qu'elle a obtenu, la partie du plan protéines qu'elle a pu obtenir, la partie sur les surfaces d'intérêt écologique, elle a réussi à obtenir un certain nombre de choses au niveau européen. Ça, soit, très bien. Moi, je me place dans un environnement de marché. Je pense que la vraie révolution qu'elle a faite, c'est qu'en plus de ça, elle a réussi à se mettre totalement dans un environnement de marché en 10 ans. Et ça, je peux vous assurer que, bon, on pourra en discuter avec les gens de la filière luzerne, mais il y a 10 ans, c'était un vrai challenge. Et ceux qui étaient au pied du mur, ils se sont dit, vraiment, c'est pas facile. Pour qu'elle y arrive, à mon avis, je donnerai juste deux guides. Donc, voilà, si on a les volumes, on maîtrise les charges et qu'on sait valoriser les produits, je lui conseillerais de garder cette gouvernance verticale ouverte. C'est-à-dire qu'il me semble vraiment important que le maillon agricole, le maillon industriel et le maillon commercial continuent à échanger comme ça. C'est très important. Dans toutes les filières où les gens se battent entre maillons, ils détruisent de la valeur et au bout du bon, tout le monde perd. Donc ça, ne vous séparez jamais de ça, parce que le jour où vous vous séparez, vous coulerez tous ensemble, parce qu'en fait, il y en a toujours un qui courra à la première chaloupe, et puis tout le monde se noie au bout du truc. Et puis ensuite, dans sa démarche de progrès, il me semble qu'il y a eu un certain nombre de choses de fait. Il est important que cette filière garde un bon équilibre en évitant deux écueils. D'une part, la pensée unique qui consisterait à dire il n'y a plus qu'une tête, il n'y a plus une seule tête qui dépasse, parce que dans ces cas-là, il n'y a plus de débat. Et inversement, qu'il soit une forme d'autisme où chacun soit dans son coin et les gens ne débattent pas. Ce qui fait la richesse de cette filière, là aussi, je discute souvent avec des gens de la salle, on n'est pas toujours d'accord sur les choses, mais ce que j'apprécie dans cette filière, et
croyez-moi, le témoignage qu'on a, c'est qu'il y a un vrai débat. Les gens sont capables de débattre, les gens ne sont pas d'accord, et au bout du bout, ils arrivent quand même à un point commun, et généralement, tout le monde a enrichi le débat. Donc ne vous séparez pas de cette position intermédiaire, parce que les filières où les gens ne se parlent pas, parce qu'il n'y a plus qu'une personne, ou au contraire, parce que chacun est dans son coin, c'est la fin. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon intervention. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Merci Guillaume. Alors c'est une intervention qui est rassurante au moins à 2 titres. Hein. La première, c'est parce qu'elle montre justement tout le potentiel, je crois, de cette filière qui a su évoluer. Puis la deuxième, c'est qu'elle démontre aussi que les banquiers ne fonctionnent pas simplement à coup de ratio, mais peuvent aussi avoir une vraie connaissance des filières qui les concernent. Et ça, je crois que c'est plus que rassurant. Un petit mot, Eric, par rapport à ce qui vient d'être dit. Non, mais moi j'ai bu les paroles. De toute façon, j'ai rien vraiment à rajouter. C'est vrai que la filière Luzerne, on a traversé des moments assez difficiles. On a toujours eu le banquier, le Crédit Agricole à nos côtés. On le reconnaît d'ailleurs. Et puis on a envie que l'aventure, c'est pas qu'on a envie, l'aventure va continuer. Et on continuera à travailler avec, j'espère, le Crédit Agricole à nos côtés, sans problème. Une petite question. D'actualité, Guillaume, on le sait, les sucriers s'intéressent au monde de la luzerne. C'est une bonne chose pour le monde de la luzerne? Bon, celle-là, elle était pour moi, a priori. Donc, d'une part, les sucriers, les betteraviers s'intéressent à la luzerne. Alors, déjà, ce n'est pas nouveau. C'est 2 filières qui sont interpénétrées au niveau agricole, au niveau industriel et même au niveau d'ailleurs commercial. Donc, c'est des choses qui sont assez évidentes. Inversement, les luzerniers s'intéressent également beaucoup aux sucriers. Donc, là encore, ça paraît une évidence. Bon, aujourd'hui, la Champagne-Crayeuse est une des plaines les plus compétitives au monde. Enfin, on peut même le dire, je pense, pour produire du sucre de betterave, c'est la plaine la plus compétitive au monde. Et je peux vous dire que les 2 groupes sucriers qui sont présents dans cette plaine ont fait de cette plaine un des endroits stratégiques sur lesquels ils comptent assurer leur développement dans le cadre de la fin des quotas, et ils comptent sur les agriculteurs. Ils comptent également sur la luzerne, parce que pour eux, c'est un atout qui est très important en termes d'épandage, en termes de capacité de déshydratation. Ce qui n'a échappé à personne, c'est que, pour faire court, on déshydrate de la luzerne pendant 5 mois de l'année, et puis ensuite des pulpes de betterave pendant 4 mois de l'année. C'est quand même assez sympathique lorsque vous avez des outils d'avoir des campagnes de 9 mois, et c'est pas les sucriers qui diront le contraire. S'ils avaient des campagnes betteravières de 9 mois, je pense qu'ils seraient ravis. Donc, que les deux filières parlent, c'est absolument une évidence. Après, le choix de la gouvernance, il se fait entreprise par entreprise. Donc il y a eu 2 mouvements récents qui ont fait l'objet de communication officielle. Là, c'est la liberté des sociétaires et des conseils d'administration de choisir s'il faut que ça aille jusqu'à une intégration complète. Ça va être un partenariat, une discussion ouverte. Il y a plein de schémas possibles, bien entendu, autour de ça. Mais c'est évident qu'il faut que les 2 filières parlent. Merci Guillaume. Des questions sur la dimension économique? Merci. Non, il vous a tout dit, il faut dire qu'il a dit beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'il était particulièrement complet. Sans regret. Guillaume, merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir.